C'est un plaisir de vous retrouver sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside le tribunal en ce jour 22 juin 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, messieurs. À ses côtés, nous avons également le juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour, Bernard Bougman. Bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Pour la troisième convocation de la semaine, nous recevons à la barre M. Sagado Nakanabo. Il est le secrétaire exécutif du RENLAC. Bonjour, M. Nakanabo. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour, cher juge. Bonjour. Alors, avec vous, il sera question de la veille citoyenne du RENLAC sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Voici planter le décor, mesdames et messieurs, mais avant, les avant-propos. Bougman, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est deux avant-propos. Hier, j'avais prévu un avant-propos pour les contraintes des temps. Je n'ai pas pu le faire, donc je le fais aujourd'hui. C'était la fête de la musique hier, 21 juin. C'est pour souhaiter une très bonne fête à tous les musiciens, à toutes les musiciennes, et qui nous font parfois danser, qui nous font parfois prendre conscience des choses, mais qui nous font parfois également réfléchir, qui nous consolent, qui nous attendrissent. En tout cas, la musique dans toutes ses composantes qui, effectivement, fait partie de notre quotidien. Donc, du courage à tous ceux et à toutes celles qui interviennent dans la chaîne de la musique, parce qu'il n'y a pas que le musicien, il y a l'instrumentaliste, il y a l'arrangeur, il y a toute cette chaîne de production, il y a un producteur derrière, il y a un manager, il y a un attaché de presse. Donc, toutes ces personnes qui interviennent dans la chaîne de la production musicale au Burkina ou ailleurs, pensée spéciale à vous, beaucoup de courage à vous et vivement du succès également dans vos carrières, parce que c'est en même temps aussi des carrières. Et ça contribue à faire briller l'étoile du Burkina au firmament aussi des nations. Donc du courage à toutes ces personnes-là. Le deuxième avant-propos, c'est celui de la visite d'hier, donc on n'est pas dit la réception d'hier, de locataire actuel de Kosiam avec des anciens président, deux anciens présidents. Mba Michel n'y était pas. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'ils l'ont invité? Ils n'ont pas invité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Mba Michel n'y était pas. Ce qui retient beaucoup plus les commentaires des uns et des autres, c'est aussi le président Kaboré, parce que ses dernières apparitions publiques dataient juste après le coup d'État, où il avait été, la délégation de la CEDEAO était allée le voir. On a vu les images et puis bon, et après, c'est fini. Donc, comme par enchantement, ça intervient au lendemain de la visite du médiateur de la CEDEAO qu'il a reçu. Ça intervient également au lendemain de la signature d'une déclaration commune de 58 partis et formations politiques qui demandent sa libération. Et donc, du coup, le président est reçu pour donner conseil à quelqu'un qu'il a dit de décharger parce qu'il ne peut pas supporter, parce qu'il estime qu'il n'est pas capable de porter la charge. L'image ressemble à vous porter une charge. J'estime que vous n'avez pas les reins solides, vous n'avez pas la capacité physique. Moi, je vous décharge et après, je vous rappelle pour venir vous demander et comment est-ce que vous m'aidez à pouvoir porter cette charge. Quand vous portez là, comment vous faites? Bon. À moins que l'objet réel nous a été caché, si ce n'est que ça, on se pose véritablement des questions. Et puis bon, un détenu qu'on déplace sous fort renfort sécuritaire, parce que le voisinage d'ailleurs a eu peur, compte tenu de l'armada sécuritaire qui est allé également chercher le président Kaboré pour envoyer effectivement à Kosiam. Est-ce qu'il peut d'ailleurs refuser? Bon, c'est la question. Parce qu'on peut vous dire, monsieur le président, habillez-vous, nous sortons, sans vous dire la destination. C'est des choses également qui sont possibles. Tout comme le président Damiba souhaite vous voir, vous serez avec le président Ouedraogo. Est-ce qu'il est également pour quelqu'un qui, même l'heure de visite de sa propre famille, de son épouse, ces heures-là sont contingentées, est-ce qu'il a aussi cette liberté d'aller s'asseoir et donner vraiment des conseils? Donc on aurait voulu une visite du président actuel à l'ancien président Roch Kaboré et à l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, Mba Michel, pourquoi pas, s'il veut, il prend son avion pour aller voir Blaise. C'est possible, mais cette façon de
de faire descendre beaucoup plus à un cinéma, de mon point de vue, que si c'est pour arrondir les angles pour les questions de cohésion sociale, parce que le fait même que le président soit toujours cloîtré chez lui cristallise les passions. Et également, il y en a qui ne sont pas contents. Et ça aussi, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, on le voit, il n'est pas au mieux de sa forme. Même si, quand il était au pouvoir, il a dit qu'il est au régime. Je pense que pour avoir été déchargé, ou bien c'est le régime qui continue, je ne sais pas. Mais, à moins que le président Kaboré aussi ne fasse partie d'une pièce ne fasse partie des auteurs-compositions d'une pièce que peut-être les Burkinabés ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Sinon, ce qui est donné de voir hier, il y a beaucoup d'interrogations qui restent sans réponse. Prisonniers volontaires ou involontaires. Et c'est quel conseil dans ces conditions? Je ne sais pas. D'accord. Alors, Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Moi, je voudrais m'intéresser un peu à cet incident malheureux qui a eu lieu hier aux accablés, dit-on, de la base aérienne. Une dame et sa fille ont trouvé la mort dans des conditions non encore élucidées, mais des informations qui nous sont parvenues indiquent qu'elle a dû franchir une barrière sécuritaire et les agents qui étaient en poste auraient fait des tirs de sommation et que par la suite ils ont dû allumer le feu sur ce véhicule-là. Et malheureusement, la dame qui était à bord de ce véhicule avec sa fille a perdu la vie. Sa fille également. Et donc c'est l'occasion de présenter nos condoléances à ces familles-là. Et tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, notre invité a indiqué qu'il connaissait cette famille-là, il était proche de cette famille-là. Donc nous lui présentons toutes nos condoléances et nous lui disons merci d'être venu malgré tout à cette émission-là. Mais cet incident repose la problématique de la présence des camps militaires en plein cœur de Ouagadougou. Je crois que c'est un débat qui a lieu depuis quelques années où des Burkinabés réclament que ces camps militaires-là soient renvoyés en dehors de la ville de Ouagadougou, que restent à Ouagadougou seulement des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie, mais la présence de ces camps militaires devient de plus en plus, disons, des éléments d'insécurité pour les populations. Et ça nécessite qu'une réflexion sérieuse soit menée là-dessus, d'autant plus que ce n'est pas le premier incident qui arrive. Et on se pose toujours la question de savoir pourquoi nos militaires dans ce genre de situation ne cherchent pas à perforer par exemple les pneus pour empêcher les intéressés de continuer. Bref, il y a une sorte d'éléments vraiment malheureux qui incitent à la réflexion, et c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, d'interpeller les autorités sur la nécessité de poser ce débat-là, s'il faut oui ou non continuer à garder les camps militaires à l'intérieur de nos villes. Voilà. Merci. Alors, on le disait en début d'émission, nous recevons le secrétaire exécutif du RENLAC qui était face à la presse ce 21 juin et qui a donné sa lecture sur la situation nationale et sur la gouvernance de la transition. Question de généralité, dites-nous, Monsieur Nakanabo, à quand le prochain rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso? Merci, Président. Merci, cher juge. Avant tout propos, je voudrais, comme l'a dit monsieur le juge Ouedraogo, marquer une minute de silence pour moi-même parce que c'est ce matin, au petit matin, que j'ai appris la mort de Joséphine et de sa fille. Ce sont des gens connus, c'est une amie et parente de ma femme que je connais depuis 1977 si ma mémoire est bonne. Parce que la première fois que je suis allé dans son village, je l'ai trouvé avec cette femme. Et bon, je trouve tout simplement dommage qu'elle puisse perdre la vie dans ces circonstances qui ne sont pas encore bien connues, parce que bon, on sait seulement qu'elles sont décédées. Et puis bon,
Le reste, on va voir. Et j'ai beaucoup hésité avant de venir à ce tribunal parce que je n'avais pas trop... Le cœur n'y était plus, mais bon, je me suis dit qu'elle est décédée, c'est perdu. Peut-être que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'en parler. Et pour en parler, bon, je me suis dit que le tribunal de l'actualité est un bon lieu et je constate qu'on en parle. Ça ne va pas lui donner la vie, mais peut-être que ça va nous aider à trouver les solutions à ce genre de situation. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir à votre question, le rapport est au labo, comme on dit. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Le sondage a été fait depuis novembre 2021. En tout cas, on a toutes les données. Il s'agit de les traiter pour en faire un rapport qu'on va sortir dès qu'il sera prêt. Mais en tout cas, on pense le sortir. Peut-être courant deuxième semestre maintenant, parce que le premier est déjà épuisé. D'accord. Alors, de façon globale, quelle appréciation faites-vous de la gestion actuelle du pays par les nouvelles autorités de la transition? Hier, nous avons tenu une conférence de presse à laquelle, en tout cas, la presse a fait un relais qui nous va droit dans le cœur parce que, bon, même en entrant ici, j'ai vu que les images passaient encore sur vos écrans. Donc, c'est pour moi une occasion en plus pour dire merci à la presse pour ce qu'elle fait. Parce que sans la presse, tout ce que nous faisons là risquait d'être vraiment vain. Maintenant, pour revenir à votre question, en tout cas, nous avons voulu souligner que c'est très préoccupant la situation au Burkina. Les incertitudes par rapport à la situation qui est complexe et qui se dramatise chaque jour sous nos yeux et qu'on paraît impuissant, nous semble en tout cas ne pas être traité à la hauteur de sa gravité. Parce que lorsque nous regardons ce que le pouvoir fait, on a l'impression de ne pas vivre la même situation. On voit que le pouvoir a été pris pour rétablir la sécurité dans les zones où les gens ont dû fuir leur domicile pour échapper à la mort. Mais depuis maintenant 5 mois, bien presque plein, on ne voit pas le changement promis. On ne voit pas, on ne sent même pas qu'il y a une nouvelle stratégie qui a été élaborée et mise en œuvre pour changer la donne. C'est toujours, lorsque nos camps ou nos positions sont attaquées, on déplore des vies humaines, on déclare deuil, mais c'est comme avant. Et nous avons été, pour faire image, dire que le seul changement perceptible, c'est que M. Damiba est entré, contrairement à M. Roch, qui était en Faso d'Anfani. Sinon, les nominations, les dénominations, ou si vous voulez, ce qu'on enlève avec effet immédiat, les tractations dans les couloirs, à l'Assemblée, les assises, les valeurs qu'on promet, tout ça semble être à nos yeux du spectacle par rapport à la réalité dramatique des morts. Je pense que, en tout cas, nous ne pouvons pas nous satisfaire du tout de cette gouvernance-là. Nous sommes même très déçus de cette gouvernance, d'autant plus que si les gens n'ont pas manifesté contre un coup d'État militaire, la seule raison, c'est parce qu'on se dit que comme c'est des militaires qui sont venus pour nous rétablir la sécurité, le droit à la vie, il valait mieux faire silence pour les observer, ou en tout cas pour leur donner un temps pour faire cela. Mais j'ai l'impression, et nous avons pensé que on les a trop observés, il faut qu'ils changent vraiment la donne. Sinon, à cette allure-là, le chaos que nous créons risque d'arriver. Et le Burkina, qui est en guerre, sans que certains ne s'en rendent compte, si on tombe dans une guerre civile, en tout cas, chacun de nous, forcément, aura bien des choses à perdre, y compris ceux qui ne semblent pas s'en rendre compte, qui sont sur des batailles de postes, de positionnement, de salaire. Nous avons dit que c'est indécent.
de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut qu'ils le prennent vraiment au sérieux. Et la question que l'on se pose également, est-ce que 5 mois c'est suffisant pour juger de la qualité de ce nouveau régime? Oui et non. Nous avons dit que 5 mois peuvent paraître insuffisants, peuvent paraître. Mais ne dit-on pas que le bon maçon se reconnaît au pied du mur déjà? Quand il fait la fondation, il fait la première couche, vous pouvez déjà vous rendre compte que ça va être un bon mur. Mais nous n'avons pas du tout cette impression-là que c'est une œuvre de bon maçon. Nous pensons que 5 mois, pour ceux qu'ils ont promis, on aurait au moins constaté qu'il y a une nouvelle façon de faire et qu'on peut espérer. Or, nous ne voyons pas. Et si nous ne voyons pas, nous pensons que ce n'est pas trop tôt. 5 mois, ce n'est pas trop tôt pour dire que vraiment, ce n'est pas ce qu'on attendait qu'on est en train de voir. Franchement, être toujours dans la défensive 5 mois pour des militaires, c'est vrai que nous ne sommes pas des stratèges, mais en tout cas, nous pensons que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, c'est mieux de le dire pendant qu'on peut encore le faire. D'accord. Alors, monsieur les juges, le convoqué est à vous. Merci. Vous avez dit qu'en dehors du treillis qui a remplacé le Faso d'Anfani, donc le treillis de M. Damiba qui a remplacé le Faso d'Anfani de Roch-Marc Christian Kaboré, on ne voit rien. Oui. Alors que les militaires disent monter en puissance, on annonce, et quand on regarde au niveau de l'administration, il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises, des rapports sur le retard, la SELC qui est en train de faire son travail, mais il y a aussi ce travail d'abord d'organisation qui prend parfois du temps. Est-ce que vous avez pris en compte ce détail-là? Oui, tout à fait. Et même dans notre déclaration, nous avons dit que l'heure n'est plus à l'appréciation des promesses. C'est parce que tout ça là, nous mettons ça au compte des promesses. Parce que dire qu'on se prépare depuis 5 mois, alors qu'on a préparé un coup d'État qui a réussi, ça peut plus nous convaincre. Et franchement, pour parler clair, ce que nous avons dit là, nous le pensons profondément. S'il n'y a pas autre chose, on ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement. Et prenons le cas de Bourzanga. Que pensez-vous qui allait arriver à Bourzanga s'il n'y avait pas eu l'appui aérien? Mais tous ces gars qui se sont battus pendant des heures, ils allaient rester comme ceux de Inata, comme ceux de Saitanga tout dernièrement. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont battus. S'il n'y avait pas eu l'appui aérien à Bourzanga, la gloire qu'on annonce, le fait qu'on magnifie ces combattants, c'était des deuils qu'on allait célébrer. Donc, même ça, et nous avons bien mesuré, ça ne constitue pas un changement de donne. Peut-être qu'on a fait juste une action, parce que les mêmes avions qui ont agi à Bourzanga auraient pu agir à Saitanga. Nous avons tous entendu les cris de détresse dans les réseaux sociaux pendant des heures. Et nous estimons que si l'aviation avait intervenu en ce moment, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Donc, tout se passe comme ce qui s'est passé à Inatan, comme ce qui s'est passé à Ilgou. On est dans une défensive devant un ennemi impitoyable et chaque fois, nous n'avons que nos yeux pour pleurer et à décréter des deuils. Nous ne savons même pas le sens d'un deuil quand chaque jour nous en perdons. Est-ce qu'il y a un seuil aujourd'hui connu pour dire que quand il y aura tant de morts, on va décréter un deuil national? Non, vraiment, monsieur le juge, nous n'apprécions pas tout ce qui est observé là comme étant des faits majeurs qui méritent d'espérer, qui donnent confiance aux citoyens. Non, nous ne pensons pas. Il faut quelque chose de plus fort, quelque chose de plus frappant. Il faut des résultats plus clairs qui montrent que les terroristes
sont dans la détresse. Quand on dit que l'armée monte en puissance, on ne le voit pas. On ne le voit pas. D'accord. Il y a tout de même le bulletin d'information qui annonce sur les opérations de l'armée, dans lequel on apprend qu'il y a plusieurs centaines de terroristes qui ont été neutralisés. On apprend également que des populations sont relocalisées dans certaines parties du pays, comme le Nord. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait? Non, c'est pas pour dire qu'à l'absolu, il n'y a rien qui est fait. Mais ce qui est fait maintenant, là, c'est pas différent de ce qui se faisait avant. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de changement fondamental. Parce qu'avant aussi, vous vous souvenez du terrible Lagui Yoro, c'est par centaines qu'ils abattaient des terroristes. Ça, c'est pas nouveau. Il arrivait que des gens quittent leur zone et reviennent. Ça, ce n'est pas nouveau. Tout comme avant. Aujourd'hui, on reloge des gens et ils sont obligés de repartir. L'exemple frappant, c'est Seitanga. Le chef de l'État est parti, il a fait un discours, il est reparti. Même jusqu'aujourd'hui, les gars sont revenus à Seitanga et ils continuent encore de faire des morts et des malheurs. Ce n'est pas un changement. Ce n'est pas un changement. Juge Wadabo. Chez Nakanabo, vous semblez être déçu quand on vous écoute de la situation actuelle, notamment du manque de résultats concrets sur le terrain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, en plus des éléments que vous avez évoqués, des éléments dans la gouvernance des hommes en place en ce moment qui vous déçoivent autant? Tout à fait. Merci, juge Drago. Nous avons aussi déploré dans la gouvernance 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est le fait que, malgré la situation du pays, qui est, j'allais dire, plus que dramatique, nos gouvernants ont pris un décret pour se donner des salaires pour les moins inattendus. Alors que nous étions en procédure judiciaire contre les ministres du gouvernement de M. Roch-Marc Christian, qui outrepassaient un décret qui existait pour prendre des salaires, parce que ce décret-là limitait les salaires ministériels à 1 million, enfin, à peu près, et que certains, contre toute attente, prenaient plus que cela en signant, soi-disant, des contrats. Nous avons cherché la légalité de ces contrats-là en vain. Nous avons cherché des explications en vain. Et le 18 juillet 2020, nous avons déposé une plainte au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette plainte-là y est toujours. Nous n'avons pas été convoqués. Pendant que nous, on trouvait que ces salaires-là, déjà, c'était anormal, maintenant, on vient officiellement, légalement, prendre une décision où on décide que les ministres seront payés 2 fois plus, officiellement, 2 fois plus. Parce que ça aussi, il faut dire que c'est grâce à vous, de la presse, que nous avons su ce qui se passait. Parce qu'apparemment, c'était une volonté manifeste, délibérée d'ailleurs, de le faire en catimini et sans transparence. Ce qui n'est pas normal. Nous avons dit qu'aujourd'hui, la transparence, la redevabilité et l'exemplarité doivent être le maître mot des gouvernants. Mais on ne voit pas cela. On ne voit pas je vous ai parlé aussi des nominations, les nominations des présidents d'institutions ou directeurs des sociétés d'État qu'on révoque avec effet immédiat sans dire pourquoi. L'effet immédiat, ça fait bien spectacle, mais ce n'est pas ça qui est attendu. Mais pourquoi des gens qui ont été souvent recrutés par appel à proposition peuvent être révoqués sans qu'on ait besoin de donner aux citoyens les raisons? Parce que si on le fait, c'est que c'est grave. Mais pourquoi on ne permet pas aux citoyens d'en juger? Nous avons estimé que ça aussi c'est un acte de mauvaise gouvernance
que de procéder ainsi, parce que ça permet tout juste de nommer des copains, des amis, et parce que les critères ne sont pas connus. Les critères pour enlever le précédent ne sont pas connus, encore moins ceux pour amener son remplaçant. Donc c'est encore de la déception. L'autre déception, c'est les velléités de porter atteinte aux libertés. Et il y a même une loi d'habilitation qui a été votée pour permettre au gouvernement d'agir par ordonnance, alors qu'on n'a même pas l'impression que la situation l'exige. Ils ont une assemblée législative de transition que nous estimons acquise à 99,9%, parce qu'on a vu la loi en question a été votée avec une seule voix discordante sur l'ensemble des députés qui siègent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un problème de majorité. Et tout ce qu'ils peuvent faire passer au gouvernement, il y a beaucoup de chances qu'ils puissent le faire passer à l'Assemblée. Et bon, malgré tout, ils choisissent de se donner cette ouverture, sans compter déjà qu'il y a eu des interdictions de manifestation. Mais pire que ça, il s'est trouvé des OSC pour se mobiliser, manifester pour soutenir, sans qu'on ne voit vraiment les raisons de ce soutien-là. Et ce qu'on entend en dessous sur les financements de ces soutiens-là, si cela s'avérait un jour vrai, je pense qu'il y aura des gens qui seront vraiment candidats pour la MACO, parce qu'on ne peut pas accepter que les fonds publics soient utilisés pour faire ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous avez les éléments là-dessus? Si on avait vraiment avec certitude, on aurait communiqué, parce que nous ne sommes pas de ce genre qui font dans la langue du bois. Mais quand on a des informations comme ça dans la presse, on en tient compte et on va chercher. D'accord. Juge Bourgman. D'accord, mais il y a aussi l'audit qui a été lancé à grand renfort de presse. Vous êtes dans le corps de contrôle. Oui. Comment est-ce que vous percevez cette opération main propre qui est lancée? Nous avions d'ailleurs soutenu contre vents et marées ces gens qui disaient qu'il ne faut pas faire les audits. Nous, dès les premiers instants, nous avons dit que pour repartir d'un bon pied, les audits sont nécessaires. Lorsque nous avons été reçus par la commission d'écriture des textes, nous n'avons pas fait 24 propositions. Nous leur avons dit, pour savoir là où on va aller, il faut qu'on étudie le terrain où on est. Il faut qu'on examine profondément l'état de la gouvernance, l'état de nos institutions, pour chercher qu'est-ce qui fait qu'on est là où on est et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir. L'audit, c'est peut-être un mot savant, mais ça veut dire juste qu'il faut examiner la position, les méthodes, l'application des règles de gestion. L'audit, c'est ça. Nous avons appuyé de toutes nos forces. Lorsque le gouvernement a demandé à l'ASE de le faire, certains même nous ont soupçonné d'être de connivence avec le MPSR, parce que il se trouve qu'on a la même position sur une question, c'est-à-dire il faut faire des audits. Ce n'est pas parce que le MPSR a décidé de faire quelque chose que nous avons trouvé qui est bon que nous allons dire que cette chose-là est devenue mauvaise. Nous ne sommes pas dans ce genre de logique réactionnaire qui fait que quand tu dis que quelque chose est bien et un autre dit que ça, du coup, tu changes de position. Non. Les audits, c'est bien de le faire. Nous avons même, à la suite d'une rencontre avec le nouveau contrôleur général d'État, nous avons promis notre accompagnement. C'est pour ça que dans un communiqué qu'ils ont produit, vous avez vu apparaître le numéro vert 80 00 11 22 du RENLAC. Mais plus que cela, nos téléphones fixes, mobiles, tous nos moyens de réception de plaintes ont été mis à contribution. Nous avons dit à l'ASE que si des gens venaient vers nous pour donner des éléments d'information sur les audits, nous le leur transmettrons. Et nous le faisons. Et nous le ferons
jusqu'à ce qu'on voit ce que ces audits-là vont donner. Parce qu'une chose est de faire les audits, mais une chose est de voir ce qui s'est passé. Parce qu'on peut faire des audits sans découvrir le mal. Jusqu'à présent, on n'a pas les résultats de ces audits. Mais pire, non. Ce qu'il faut craindre, et nous l'avons dit dans notre rapport, c'est l'usage qui sera fait des résultats de ces audits-là. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est la première fois qu'on fait des audits au Burkina. Peut-être c'est l'envergure. L'armée, l'Assemblée, toutes les institutions sont concernées. Et je pense que pour ces audits-là, ce n'est pas les audits la question, mais c'est vraiment ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire des audits qu'on va trouver? Nous savions que ces audits allaient prendre le temps, parce qu'avant ça, nous avions dit que l'ASE est démunie. L'ASE a été maintenue, je pense, volontairement, dans sa portion congrue pour être inefficace en réalité. C'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de ressources qui ont été appelées à la rescousse pour faire ces audits. Des prolongations même ont été demandées. Donc, ces audits-là, en tout cas par principe, c'est une bonne chose. Nous attendons de voir comme vous, parce que notre implication ne va pas au-delà de l'aide à la collecte de l'information. Nous ne sommes pas directement engagés dans l'analyse. En tant qu'organisation de la société civile, nous avons quand même une distance à prendre pour pouvoir apprécier après non seulement les résultats, mais aussi l'usage qui en sera fait. D'accord, mais est-ce que vous connaissez bien la machine ASE-LCS? Quand vous regardez la machine, est-ce que cette machine est à même de conduire très bien ces audits? Nous ne pouvons pas être sûrs. Franchement, nous vous le disons, nous ne pouvons pas être sûrs parce que l'ASE a eu recours aux inspecteurs techniques des ministères. Ils ont eu aussi recours à certains services privés. Bon, ils ont eu recours à comme nous. Mais vraiment, leur état de faiblesse ne nous permet pas de mettre la main au feu et dire que l'ASE a vraiment les capacités pour mener les audits de cette envergure-là, sans compter les obstructions, les histoires de secret défense, secret militaire, secret de ceci, de cela, à l'Assemblée même, certains ont soutenu que l'ASE n'avait pas le droit, n'avait pas le pouvoir d'auditer l'Assemblée nationale, et ça freinait de tous les faits pour empêcher cet audit de l'Assemblée. À l'armée, ce n'est pas la première fois. Les relations que nous avons avec l'ASE nous ont montré que plusieurs fois, des comptables militaires ont opposé, ont refusé de donner des informations sous le couvert du secret défense, alors qu'il n'en était rien. Ils ne pouvaient produire aucune disposition légale qui permettait de s'opposer à ça. Donc, pour faire court, en tout cas, nous ne pouvons pas dire avec certitude que même sans ces oppositions-là, que les forces-là suffisent. D'accord. Alors, toujours dans la même veine des audits, l'armée, effectivement, n'est pas concernée. L'ancien contrôleur général Luc Marius Ibriga sur ce plateau a dit qu'il leur a opposé le secret d'État qui, légalement, n'existe pas, il n'y a pas de contenu juridique. Alors que les problèmes également qu'on a, on entend parler parfois de défaillance des armes, du matériel militaire ou de sécurité commandée, on entend parler de surfacturation et tout et tout. Est-ce que ça, c'est de nature à faciliter également la sérénité aussi dans les rangs? Alors que au nom du secret défense, l'armée n'est pas concernée, le ministère de la Sécurité également, en tout cas pour la première liste, n'était pas concerné. Actuellement, l'armée est bel et bien concernée par les audits. Aussi bien le ministère de la Défense que celui de la Sécurité sont, en tout cas selon ce que le contrôleur nous a dit, ces deux institutions-là sont bien et même
que ça a été engagé. Mais terminé, ça, je ne peux pas le dire. Bon, puisque l'ancien ministre Saint-Poré à la Défense avait également commandité d'ailleurs également un audit au niveau du ministère de la Défense. Ok. En tout cas, l'armée est concernée. C'est aussi bien que les services de défense que de sécurisation intérieure sont concernés par ces audits. Et nous espérons bien que ça va nous permettre de lever un coin du voile que vous évoquez si bien. Ces histoires d'hélicoptères qui ont été acquis à coût de milliards et qui ne sont toujours pas visibles, ou bien en tout cas, si c'est eux qui sont visibles comme ça, ce serait inquiétant. L'armée, forcément, et nous l'avons dit dans notre rapport, tout ce qui se passe aujourd'hui montre, même si on n'a pas encore eu les éléments pour déposer une plainte officielle, qu'au sein de l'armée, il y a des actes de corruption. D'accord. J'ai une dernière question sur les audits. Il y en a qui estimaient qu'il fallait élaguer les dossiers parce qu'il y a bien de dossiers qui sont dans les tuyaux. Il y a des ministres, des députés, des DG, en tout cas, qui sont épinglés dans des soupçons. Certains, c'est des soupçons, d'autres, c'est des cas avérés, mais ces dossiers ne sont pas encore élagués. On fait des audits encore pour rallonger la liste des dossiers en souffrance, alors que le juge demande suffisamment de moyens également pour travailler. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là? Vous, qu'en pensez-vous? C'est possible qu'on pense que avant de continuer, il faut traiter tous les dossiers. Mais en tout cas, nous, on n'est pas de cet avis-là. Parce que c'est le fait de faire ces audits-là, d'abord, ne change pas les résultats de ceux qui sont déjà faits et qui attendent. Ensuite, ce n'est pas les mêmes personnes qui font ces audits-là qui sont responsables du traitement des audits qui ont été faits. Comme vous le dites si bien, c'est à la justice de jouer aussi son rôle. Je vous ai dit que nous, on a déposé une plainte contre le gouvernement depuis 2020 et qu'il n'y a pas de suite. Est-ce que c'est par manque de moyens? Nous ne pouvons pas parler à la place des magistrats et des juges, mais nous savons seulement que c'est pas trop d'audits qu'on va faire. Contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du trop. Et ce n'est pas ça qui va faire qu'on va... Ce n'est pas en ne faisant pas ces audits-là qu'on va accélérer le traitement des audits passés. Je ne pense, puisque ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc, il faut vraiment que chacun joue son rôle. Et ce auquel nous espérons, c'est que les citoyens jouent leur rôle. L'ASE a fait appel à la dénonciation. Ils ont même promis de récompenser certaines dénonciations et des gens se sont offusqués. Nous ne nous offusquons pas de cela. D'accord. Si quelqu'un dénonce et que ça rapporte quelque chose, c'est pas amoral de le récompenser. Non. Toujours, les agents des impôts, des douanes sont récompensés pour ce qu'ils font, en plus de leur salaire. Pourquoi on ne pense pas que ça, c'est amoral? Maintenant, c'est un kidam dénonciateur qui va venir prendre des risques. Et c'est prendre des risques. Parce que les dénonciateurs, là, les lanceurs d'alerte, sont inquiétés, ils sont parfois condamnés. Donc, s'ils le font, eh ben, c'est de bon ton qu'ils puissent être récompensés, sauf si eux-mêmes ils refusent. C'est pas un problème moral. D'accord. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que vous êtes bien à votre émission Le Tribunal de l'actualité, disponible sur Tweet TV et Watt FM au numéro 254 du bouquet Canal+. Nous sommes également disponibles sur les plateformes en streaming, sur YouTube, Facebook, pour les plateformes de la télé et de la radio. Au sujet de votre précédent rapport, il avait été question d'une hiérarchisation des services les plus corrompus. Est-ce que les lignes ont bougé à ce niveau? Bon. En tout cas, sous réserve de ce qui est dans le laboratoire qui va sortir, constamment depuis 5 années, c'est-à-dire de 2016 à 2020, nous avons noté que les services de sécurité intérieure et de défense sont classés dans les top 5 des services les plus corrompus. Et nous avons dit que cela est vraiment inquiétant, que ceux qui s'occupent de notre sécurité soient impliqués dans la corruption. Et vous avez vu le problème du carburant. C'est par complicité de ceux qui sont arrêtés sur les routes que le carburant rentrait. C'était clairement une opération et le verdict vient de tomber. Hier, on a condamné des gens, même si
Et nous ne pouvons pas trop nous réjouir des quantums de peine qui sont prononcés. Le fait de reconnaître qu'il y a des agents des services de sécurité intérieure qui sont reconnus et condamnés pour corruption, en tout cas, pour nous, ça, c'est un fait majeur qui nous interpelle et qui interpelle les citoyens et qui interpelle aussi les gouvernants pour que des mesures soient prises pour corriger, même si on dit qu'on est en situation de guerre, nous pensons même que c'est une raison de plus, parce que nous estimons que la corruption même c'est un carburant pour le terrorisme et l'insécurité. Parce que si, par corruption, on peut acquérir, ou ne pas acquérir, en tout cas, soit des armes défectueuses, soit ne même pas acquérir des armes qui vont permettre à nos hommes sur le terrain de se défendre, c'est plus que criminel. C'est même pire que le terrorisme, que d'être dans une position où on peut se permettre de mettre de côté les finances qui devraient permettre aux hommes d'avoir ce qu'il faut pour se battre. Alors, nous sommes sous un régime de transition dirigé par des militaires depuis quelques mois. Est-ce que, selon les informations que vous avez dans votre laboratoire, j'emprunte votre expression, est-ce que les choses n'ont pas changé? Est-ce que les services de sécurité sont toujours dans le top list? Oui. Enfin, le rapport 2020 a révélé qu'ils sont toujours parmi les 5 premiers. Je vais dire la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, la douane et la DGTTM. C'est vraiment, depuis 2016, c'est les 5. Ils changent un peu de place, deuxième devient premier, ou bien troisième devient deuxième, mais très constamment, ce sont eux qui occupent ces premières places-là. Et nous avons trouvé cela assez préoccupant, parce qu'il nous a fallu rentrer dans notre base de données pour revoir tous ces classements-là. Et à la lumière de l'indice de perception de la corruption, nous avons en tout cas tiré sur la sonnette d'alarme et nous pensons qu'il faut le prendre au sérieux. Oui, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que depuis 5 ans, c'est les mêmes. Oui. Est-ce qu'il y a des sanctions? Ou qu'est-ce que vous prévoyez pour que le classement change un tout petit peu? Qu'est-ce que nous prévoyons? En fait, ce que nous faisons, d'abord lorsque le résultat est divulgué comme ça, nous approchons, que ce soit la douane, la police, pour faire des communications. Mais il arrive aussi qu'à l'inverse, ce soit eux qui nous approchent pour demander comment on fait pour faire face à cette situation, pour inverser la tendance. Évidemment, nous avons créé ce qu'on appelle les comités anticorruption au niveau de la police nationale et au niveau de la police municipale. On était en bonne voie, mais à un moment donné, il y a eu en tout cas quelque chose qui a bloqué à l'intérieur sans qu'on ne sache trop pourquoi. Et la collaboration que le maire nous avait demandé, et nous avons fait nos propositions et pour qu'on examine ensemble, mais ça a été stoppé net et on n'en a plus parlé. Ça veut dire qu'il y a eu des adversités internes autour de la méthode elle-même pour travailler avec le RENLAC. Quelles sont ces propositions que vous avez faites? Oui, nos propositions, c'est aussi de faire à la police municipale, comme à la douane, comme à la DGTTM, de faire des comités anticorruption internes, c'est-à-dire le contrôle par les pairs. Au niveau de la DGTTM, ça marche quand même un peu bien. Et nous étions même, en tout cas, dans l'espoir de voir les effets sous peu, parce que les mesures que le comité anticorruption, avec lequel nous avons travaillé, avec la direction, a pris des mesures pour faire face aux pratiques corruptives dans le service. Au niveau de la police nationale, ça avait été aussi le cas, mais entre-temps, il y a eu tellement de valses des agents qui ont été acceptés dans ces comités anticorruption que ces comités anticorruption ont de fait disparu. On les a affectés, je ne veux pas dire que c'est des sanctions, mais peut-être c'est des coïncidences, on les a affectés et du coup ces comités-là ne fonctionnent pas.
Donc c'est entre autres des mesures que nous proposons, mais aussi nous faisons des saisines sur des cas pratiques qui sont dénoncés et nous proposons en tout cas qu'on engage des mesures punitives. Ça peut être des conseils de discipline, ça peut être des plaintes contre les intéressés, ça peut être des sanctions mineures, mais en tout cas, une fois que l'administration va mener des enquêtes et découvrir qu'il y a des mauvaises pratiques, il faut sanctionner. Voilà, oui, mais il y a une constante également dans ce classement quand on regarde. La douane est sur les axes routiers, la police nationale, la police municipale dans la voirie urbaine, la gendarmerie. Ouais. Donc, on a l'impression que c'est sur les axes routiers que la corruption est plus élevée. Est-ce qu'il ne faut pas aussi interroger le comportement des citoyens? Tout à fait. Et nous, lorsque nous faisons l'enquête, nous interrogeons toujours les citoyens qui dénoncent la corruption pour qu'on voit quelle est sa responsabilité. Parce qu'un ancien directeur de la police nationale nous a dit que la meilleure façon de combattre la corruption, c'est d'enlever les agents de la voie publique. Parce que s'ils n'y sont pas, ça fera déjà quelque chose de gagné. Donc évidemment, très souvent, le citoyen corrupteur a une responsabilité importante dans les actes de corruption sur les axes routiers. Ça, c'est sûr. Mais ce travail citoyen, enfin, de veille citoyenne, de conscientisation des citoyens, bon, vraiment tous les acteurs, y compris les services de police qui ont une police de police. Je crois d'ailleurs que dans ces jours-là, ils doivent faire un bilan. En tout cas, ils nous ont invités pour un bilan de ce qu'ils font. Bon, c'est peut-être que les résultats ne sont pas très très frappants, mais quand même, ils font quelque chose aussi et pour sanctionner. Et s'il nous est revenu en tout cas qu'il y a eu des gens qui se sont fait prendre et qui ont été sanctionnés assez sérieusement pour que ça soit dissuadant. Mais bon, c'est vrai que les résultats ne sont pas vraiment visibles. Bon, moi, je voudrais revenir par rapport à la gestion de la transition sur un élément qui est toujours discuté, notamment avec la CEDEAO. Il s'agit du calendrier à imposer donc aux autorités en charge de la transition. Certains parlent de 2 ans, les autorités se sont fixées 3 ans. Est-ce que votre structure a été invitée au niveau des assises et qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le calendrier à imposer aux autorités en charge de la transition? On n'a pas été invité aux assises. Ça, il faut le dire. Hein. On n'a pas été invité aux assises et nous avons essayé de voir un peu la liste des 100 participants aux assises. Et je peux dire que ces assises-là n'étaient pas représentatives. Ça, celui qui veut nier, il n'a qu'à regarder la liste. Ce sont des OSC, des fois même je me demande si ces OSC ont des récépissés qui ont été conviés à ces assises. C'est eux qui se sont partagés les portefeuilles, c'est eux qui ont remis en cause certaines conclusions du comité technique de rédaction, c'est eux qui ont remis en cause certaines décisions cardinales qui consistaient à limiter les postes ministériels, qui consistaient à limiter le nombre de participants à l'ALT, etc. Ils ont pris des mesures qui ne vont pas dans le sens de la moralisation de la vie publique, et notamment en milieu politique. Ça, ils l'ont fait. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Hein. Et bon, de ce point de vue-là, en tout cas, nous, au niveau du RENLAC, nous ne pouvons pas dire que nous avons été, en dehors du fait qu'on a fait une proposition de valeur et une proposition d'audit à la commission technique, nous n'avons pas été impliqués dans toutes les propositions qui se font. Maintenant, pour le délai, nous ne sommes pas outillés en réalité pour apprécier ce délai-là. Nous pensons que ce n'est pas ça le débat fondamental. Si aujourd'hui, on voyait que la sécurisation intérieure du pays prenait forme, peut-être qu'on n'aura pas besoin de 2 ou de 3 ans. Mais tant qu'on ne voit pas
la sécurisation venir, je pense que ceux qui s'arc-boutent pour dire qu'il faut limiter d'abord le délai, bon, c'est peut-être une méthode, hein, mais je ne suis pas sûr que si les choses vont de mal en pis comme ça, il y aura des élections même dans 5 ans dans ce pays-là. Si le pays même existe. Parce que nous en sommes arrivés à la conclusion que l'existence même de notre pays peut être remise en cause à un moment donné. D'abord, très rapidement. Oui, vous avez contribué au niveau de la commission technique par ce que vous avez dit, mais il y a eu cette rencontre entre le chef de l'État et les organisations de la société civile. Il y a eu beaucoup de vagues qui avaient été soulevées à l'issue de cette rencontre. Est-ce que vous y aviez été? On n'a pas été conviés. On n'a même pas su quand est-ce que ça a eu lieu. On a appris seulement quand il y avait les vagues qu'il a rencontré la société civile. Nous n'avons pas été invités. Et nous connaissons d'autres organisations qui sont quand même des éléments indicateurs comme le CGD, le CIFOWEB, le MBDHP, qui n'ont pas été invités. Et ça veut dire que les messieurs du MPSR, ils ont une société civile acquise avec laquelle ils travaillent. Et ça, c'est clair. Si on regarde la liste, les noms, si vous sortez, on peut voir quels sont ceux qui décident aujourd'hui et qui sont soit logés à l'ALT et qui attendent le COST pour prendre des postes. C'est tout ça qui fait que dans la gouvernance, c'est vraiment inquiétant. D'accord. Ok. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à la présente convocation. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Et merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Merci de rester fidèle au programme de True TV et Watt FM. Au revoir.